Ici, 3 questions. Construire quoi? Construire où? Construire comment? Alors nous voici revenus sur la route de l'écho, de l'écho Hugo, puisqu'il faut y aller. Sur ce chemin, une rencontre s'est faite. Une rencontre s'est faite contre des fêtes. Hein. Ça c'est important, puisque la pensée doit aussi être une fête contre toutes les défaites, contre toutes les sales défaites. Hein. Euh, Parmi cette culture de cotillon qu'on nous met dans les oreilles, il est bon parfois et même souvent de soulever l'écoute dans les bruissements de la pensée. Et dans ces bruissements, eh bien, la voix de Roland Gori nous est parvenue. Vous, Roland Gori, on se retrouve suite à une rencontre qui vient d'être menée avec vous, Armand Gatti, Charles Sylvestre et Bernard Lubat. Vous êtes à la manœuvre, au sens plein du terme, d'un livre qui a une vocation de devenir un mouvement, intitulé Œuvrier debout. Je disais lors de cette rencontre, parce que je pense que Œuvrier debout a toute sa raison d'être pour se tenir à tous les endroits. Là où l'œuvre y est, le peuple y est. Cette question de la relation, du vivant que vous soufflez, que vous insufflez dans vos rencontres, dans vos livres, dans toute votre démarche, notamment à travers l'appel des appels, qui est un appel à l'éclairage de tous les décloisonnements. Où est-ce qu'on en est précisément, Roland Gori, dans cette urgence-là, puisque on va parler d'urgence, non pas d'une urgence bloquée qui est celle de l'état d'urgence sécuritaire, de la norme qui nous est demandé d'opérer à bon compte et pour notre drame collectif, mais comment peut-on y répondre en toute urgence par cet autre état d'urgence qui est celui du vivant? Oui, alors, bonjour Laurent. Effectivement, concernant la question des œuvriers, d'abord sur un premier point, je dirais que nous sommes dans une société du travail où le pire qui puisse advenir dans une société du travail, c'est d'être un travailleur sans travail. Or, si le travail est un organisateur social aujourd'hui, on peut dire qu'il laisse en réserve ce qui a quand même constitué à des moments forts de l'histoire, en particulier de l'histoire occidentale, quelque chose de l'ordre de la création, c'est-à-dire de l'œuvre. Il faut penser aux bâtisseurs des cathédrales, par exemple, ou bien ce qui a pu constituer, à un moment donné, en Angleterre, ce qu'on appelait art and craft, les arts et les artisans, où quelqu'un comme William Morris, par exemple, pouvait considérer que l'artiste, l'artisan et l'ouvrier pouvaient être réunis dans la même personne afin de produire du beau, du bien, de la qualité, là où on était face à déjà une industrialisation, une standardisation, une protocolisation qui prolétarise considérablement non seulement ceux qui fabriquent, mais ceux auxquels on vend ce que l'on a fabriqué. C'est-à-dire que la prolétarisation, ce que j'appelle la prolétarisation généralisée de l'existence, c'est quoi ? Le prolétaire, comme disait Marx, c'est pas simplement celui qui, eu égard à ses conditions matérielles produites par l'industrialisation et l'urbanisation, a un salaire de misère, vit matériellement dans la misère. Il est aussi misérable en tant que son savoir-faire, son savoir et son savoir-être se trouvent confisqués par la machine qui lui prescrit des actes de plus en plus fragmentés, rationalisés, organisés, planifiés. Donc il y a véritablement une prolétarisation du fait même d'une aliénation qui nous dépossède de notre capacité d'œuvrer.
Et aujourd'hui, ce n'est pas simplement l'ouvrier, dont on sait qu'il représente, on va dire, 8 à 12% de la population, c'est aussi l'ensemble des praticiens, l'ensemble des professionnels, par exemple des professions de l'humain, comme la médecine, comme les soins, comme la psy, comme la justice, comme la culture, comme l'éducation, la recherche ou le travail social, où on va dire que la dimension artisanale de leur acte professionnel se trouve confisquée au profit de règles de bonnes pratiques, de protocoles standardisés qui leur prescrivent les actes qu'ils doivent accomplir au nom de l'efficacité et au nom du moindre coût. Donc on voit bien comment l'humain aujourd'hui est placé sous curatelle, comme je l'appelle, technico-financière. Et c'est pas simplement pour accroître la performance ou la rentabilité. Ça, c'est pas vrai. Ce sont des prétextes rhétoriques qui visent à un asservissement du vivant, qui visent à transformer la nature et l'humain en source d'énergie à exploiter à l'infini et surtout à leur dire fermez vos gueules. La nature, c'est facile, elle n'a pas son mot à dire. Mais l'humain aussi, et l'humain peut se révolter. Et on va dire que les formes de résistance aujourd'hui, on voit bien comment elles bruissent effectivement sur les scènes publiques un peu de toutes parts parce qu'elles ne sont pas toujours canalisées par les partis politiques ou les syndicats, eh bien on voit bien comment ces formes de résistance, comme Nuit debout par exemple, ou les différents collectifs qui ont pu se constituer, ou bien dans le monde de l'art, ce que vous faites, vous par exemple, n'est-ce pas, constituent des formes de résistance qui nous révèlent la nature du pouvoir. C'est d'ailleurs ce que nous disait Michel Foucault. Si vous voulez connaître la nature d'un pouvoir, analysez les formes de résistance qui s'opposent à lui. Donc on va dire que ce qui était finalement au départ, grâce à Bernard Lubat et à son travail merveilleux à usage musical, un jeu de mots, œuvrer, œuvrier, ouvrier, etc., est devenu un mot d'ordre. Œuvrier debout. C'est-à-dire, il faut créer un manifeste des œuvriers, parce qu'à l'intérieur de l'acte du médecin, il y a de l'œuvre. À l'intérieur de l'acte du magistrat, il y a de l'œuvre. À l'intérieur de l'acte de l'éducateur, il y a de l'œuvre. Et cette œuvre, aujourd'hui, elle est écrasée, effacée, justement, par des fabriques de soumission sociale librement consenties, par des dispositifs de servitude. C'est face à ça que nous voulons aujourd'hui mobiliser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est au nom de la vitesse, au nom du temps, au nom de la rentabilité, que finalement on asservit les peuples et les citoyens. Regardez ce qui s'est produit récemment. Vous savez déjà que lorsque Tsipras et Syriza ont gagné les élections en Grèce, n'est-ce pas, et qu'ils sont arrivés à Bruxelles pour négocier l'allègement de la dette grecque, qu'est-ce qu'a dit M. Schäuble, M. Sapin? Il lui a dit il n'y a aucune raison que des élections changent quoi que ce soit. Donc ça veut dire que finalement, les élections, ça ne sert à rien. Ça veut dire qu'il faut soit s'abstenir, soit se révolter. Je crois que c'est très significatif. Et M. Schäuble vient de récidiver. Il y a 48 heures, il vient de dire qu'il refuse de poursuivre l'allègement de la dette grecque du fait que M. Tsipras a proposé des réformes sociales pour aider les petites retraites. Je crois qu'on voit bien là comment nous sommes dans un système technico-financier qui détruit la planète et qui détruit l'humain. C'est une véritable catastrophe écologique. La crise écologique, c'est pas simplement la crise de la nature. La crise écologique, c'est aujourd'hui la destruction de la possibilité de penser le vivant en dehors d'un mode de calcul financier. Tout ce que vous venez de dire me rappelle à cette question qui est celle de l'amnésie. Puisque nous sommes à un temps qu'on pourrait nommer charnière du choix, parce que je crois que la question, on nous parle d'élection, on nous parle de machine à voter, vous parlez d'humain. Cette question de l'humain dans sa conscience, dans ses outils, puisqu'on parle d'outils, si on parle d'œuvre au sens de l'ouvrier qui trouve aussi, dans le fait de trouver, il y a l'œuvre. Cette question de l'amnésie, vous êtes aussi au courant que Victor Hugo revient, donc non pas par magie, mais par nécessité, puisque on nous remet au 19e siècle. Très bizarrement d'ailleurs, dans ce phénomène d'amnésie, on nous fait régresser, mais en même temps pour nous faire complètement oublier justement l'histoire d'une certaine évolution. C'est pour ça qu'il revient, non pas pour rester au 19e siècle, mais il revient pour descendre de son piédestal de bonne conscience marbrée de la grande culture
figé dans le marbre pour nous appeler à nous remettre au XXIe siècle. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs Victor Hugo vient de nous envoyer un SMS en nous faisant part de son rattachement aux œuvriers debout. Ça, c'était une parenthèse. J'en reviens à cette amnésie. Vous, en tant que psychanalyste qui êtes au cœur de tous les sujets, de l'intime, mais relié à la conscience du collectif, j'en reviens aussi à cette question de l'urgence par rapport à cette amnésie. Quelle est la voie, je dirais, sociétale d'urgence à entreprendre en termes d'organicité du vivant entre l'intime de chacun et le lien collectif? Comment réinverser, puisque vous parlez de Bernard Lubat, qui est un homme d'invention, comme se doit l'être l'artiste, ça veut dire face à l'inconnu. Comment est-ce que l'artiste, dans cette crise d'amnésie, peut nous rappeler, nous rafraîchir la mémoire, celle du futur finalement, la mémoire du futur? Y a-t-il encore une mémoire du futur? Alors, je crains qu'il n'y ait pas de mémoire même du passé, puisque le défi de la modernité, vous le savez, c'est d'ailleurs ce que disait Bertolt Brecht dans un très beau poème, n'est-ce pas, sur les villes, la modernité, c'est efface les traces. Or, les traces, encore une fois, c'est bien évidemment non seulement ces moments d'éternité qui tombent dans le présent pour éclairer le passé, mais aussi pour éclairer l'avenir. Vous vous souvenez de cette phrase de Tocqueville disant que, n'est-ce pas, à oublier, je n'ai plus la phrase exacte, mais à oublier le passé, n'est-ce pas, l'esprit erre dans les ténèbres. Et c'est ça le danger. Et souvenez-vous aussi de Churchill. On pourrait faire revenir Churchill, Victor Hugo, Churchill, beau tandem, je veux bien faire partie du comité de soutien, n'est-ce pas? Churchill disant notamment qu'un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre. Et on peut se demander si aujourd'hui nous ne sommes pas en train de revivre les périodes tragiques de notre histoire de la fin du XIXe siècle, avec l'affaire Dreyfus par exemple, ou l'élection de Karl Lueger, tribun populiste antisémite à Vienne, n'est-ce pas, ou bien évidemment l'émergence des mouvements fascistes et nazis dans les années 1919-1930, pour aller très vite. Alors, c'est ça le danger. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est là où je suis très content de savoir que Victor Hugo revient comme candidat, n'est-ce pas, à la présidentielle. Nous en avons bien besoin. Parce que vous parliez d'amnésie. Prenez quelque chose d'assez extraordinaire. J'ai rien contre l'ex-premier ministre Manuel Valls, n'est-ce pas? Et je trouve même l'homme plutôt sympathique. Il m'avait d'ailleurs très gentiment invité une fois, lorsqu'il était maire d'Évry, à l'espace culture pour parler de la sécurité. Mais quand même, quand vous voyez quelqu'un qui a utilisé le 49.3 et qui dit maintenant dans ses propositions présidentielles qu'il voudrait, n'est-ce pas, qu'on supprime le 49.3, on a l'impression de rêver, on a l'impression qu'il table sur l'amnésie des citoyens. À moins qu'il fasse, si j'ose dire, l'incarnation d'un mot d'esprit de Freud terrible. Je suis désolé pour Manuel Valls, pour lequel je voterais peut-être s'il était seul face à Fillon, bien évidemment, n'est-ce pas, ou à Marine Le Pen. Eh bien, lorsque Freud disait « jeune catin, vieille dévote », c'est-à-dire qu'en gros, il a utilisé à fond quelque chose qui, effectivement, nous conduit vers un état très quand même bonapartiste, enfin un État autoritaire en tout cas. Et puis maintenant, il considère que la première mesure à faire en matière de République, c'est bien sûr de supprimer cet article-là. Mais on avait pire du temps de Sarkozy. N'oubliez pas Sarkozy faisant à Toulon un très beau discours contre le capitalisme financier et ensuite décorant quelques jours plus tard le laboratoire Servier, au moment où Irène Frachon luttait contre l'affaire du Mediator. Donc encore une fois, on a vraiment l'impression que aujourd'hui les politiques nous prennent pour des couillons. C'est-à-dire qu'ils considèrent que nous n'avons pas de mémoire. Non seulement nous n'avons pas de conscience morale, mais nous n'avons pas de mémoire et nous sommes simplement guidés par notre seul intérêt. C'est-à-dire que nous tombons dans les calculs égoïstes et financiers. Je crois que là, il y a quelque chose d'absolument terrible. Et c'est là où l'art vient non seulement nous restituer le passé, mais aussi nous éclairer sur l'avenir. Je crois qu'il y a un livre qui vient de paraître, qui malheureusement, je dirais, il est paru avant le mien, alors que je parle un peu de la même chose, d'après ce que j'ai cru comprendre, à savoir que non seulement la fiction, si vous voulez,
on va dire, s'inspire d'événements réels passés, mais elle anticipe les événements futurs. Je crois que c'est quelque chose comme le Titanic fera naufrage. C'est-à-dire, c'est là où c'est très important. Il y a quelque chose dans l'art qui assure, si vous voulez, la jonction, la jointure entre les différents temps de notre existence. L'art est ce qui établit la concordance des temps. Donc considérer que la culture ou l'art c'est inutile, c'est complètement fou. C'est nous ouvrir la perspective d'une société purement animale, organisée autour de la norme de production. Voyez, et où chaque humain n'est plus qu'une pièce détachée de l'espèce en vue d'une production collective et se trouve interchangeable. De la même manière que, n'est-ce pas, la reine des abeilles peut se transformer, ou une abeille guerrière peut se transformer en fonction des besoins fonctionnels de la collectivité. Aujourd'hui, on nous demande de cultiver notre potentiel de situation. C'est à peu près la même chose. On nous propose aujourd'hui l'horizon animal. Je crois que la culture, comme la politique, comme l'art, enfin, c'est vraiment ce qui peut faire objection. La psychanalyse aussi, d'une certaine manière. Et je crois que c'est parce que justement, on considère que, comme le disait le poète René Char, les mots qui vont surgir savent de nous ce que nous ignorons d'eux. C'est-à-dire que c'est justement la parole que nous prononçons qui nous donne la pensée qui l'a conduit à prononcer ces mots-là. Mais on ne connaît pas, et vous le savez très bien, Laurent, on ne connaît pas, n'est-ce pas, les pensées qui vont déterminer nos mots tant que ces mots ne les a pas prononcés. C'est eux qui nous disent ce qu'était notre pensée. Victor Hugo nous dit « penser » est une générosité, au sens de générer, au sens de la génération. Je pense, en vous écoutant, cette phrase me revient. On a parlé donc de cette amnésie. Cette amnésie nous amène directement à cette désertification qui est celle du langage. Et tout à l'heure, avec Bernard Lubat, vous nous parliez sans nommer ce mot, mais ce que j'ai entendu, c'est l'urgence de la sémantique, au sens de... Moi, quand j'entends sémantique, je pense à la culture, au sens de la graine. Ça me fait aussi penser à cette question de liberté. Parce que tout l'engagement de Victor Hugo est basé sur sa graine centrale qui est la liberté. Là, la liberté commence où l'ignorance finit. Et cette question de sémantique, ne pensez-vous pas que c'est la grande urgence alors, vous faites partie des chercheurs. Il y en a des chercheurs. Ouvrons les intelligences toutes grandes. Comment ouvrir les fenêtres? Ça, c'est pour moi une vraie question. Comment les intelligences, qu'elles soient répertoriées dans tel ou tel domaine, mais une intelligence, quand je dis intelligence, je n'enferme pas ce terme dans une caste intellectuelle. Je parle de l'intelligence de l'invention, de l'intelligence de l'ouvrier, en tant que savoir-faire. Et à partir du moment où il y a un savoir-faire, il y a une relation déjà qui se met en place. Et ce que vous relevez, c'est que on nous efface, on nous gomme à travers des principes de normatisation, de code, d'encodage. C'est qu'on détruit les savoir-faire qui sont le fruit même du possible à transmettre, de la transmission même. Donc, cette question puisqu'on vous parlait de l'art et de la culture, aujourd'hui, n'importe quel directeur de supermarché vous dira par rapport à ce que vous venez de dire, mais écoutez, nous on vend de l'art, on fait de l'art, on accompagne les artistes, alors qu'on sait très bien que c'est un procédé que l'art et aujourd'hui la culture, sur le plan même politique. Parce que là, vous parliez de politique. Moi, j'en parle aussi de politique, puisque la pensée politique est très souvent marquée sur des principes de marketing, donc de rentabilité. Alors que tout le renversement
il faut renverser le langage dans son, dans toute sa complexité vivante. On voit bien que l'espace du commun, l'espace vital de nos villes est déserté. Alors, pas déserté parce qu'il y a beaucoup d'affiches publicitaires et puis en ce moment, c'est l'approche de Noël, il y a beaucoup de petits loupiottes, mais mine de rien, on nous autorise quoi. Donc il n'y a plus d'autorisation d'une certaine manière parce que l'autorisation elle se fait par la négative, et que, comme le dit Victor Hugo, la poésie est un peu extra-légale, l'inspiration est suspecte de liberté. C'est tout cet enjeu-là de cette sémantique du langage sur le plan politique. Quand je dis politique, c'est au sens du vivre ensemble, qui, à mon sens, doit répondre à cet état d'urgence. Vous, à travers l'appel des appels, à travers œuvriers debout, que pensez-vous qu'il faille, dans cette faille-là, réorganiser en termes de réorganicité du monde ? Alors, il y a énormément de questions dans votre question. Donc, je vais essayer de dire un petit peu ce qu'elle m'inspire. Le premier point, je crois qu'il est urgent de décloisonner, si vous voulez, les régimes de pensée, les régimes de savoir, les régimes d'invention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes jusqu'à y compris dans le domaine de la création, de la recherche, de l'innovation, cloisonnés. Il y a des frontières. Il n'y a pas seulement des frontières territoriales dans les espaces, pourrait-on dire, du monde. Il y a des frontières dans les espaces de pensée. Et le taylorisme a favorisé l'édification de murs empêchant de passer justement d'un mode de pensée à un autre. Il ne faut pas oublier que des gens comme Newton, par exemple, n'est-ce pas, le physicien, ou des gens comme Niels Bohr, le physicien quantique, ou comme Einstein, n'est-ce pas, ou comme Heisenberg, on ne va pas tous les sortir, mais étaient aussi des inventeurs, étaient des gens qui attachaient, n'est-ce pas, une importance capitale aux critères esthétiques pour déterminer la validité d'une équation mathématique ou d'une expérience physique. Vous connaissez les histoires du chat de Schrödinger, par exemple. Donc, le chat vivant, le chat mort, parce que la superposition des états quantiques suppose que si vous mettez un chat dans une boîte noire, tant que vous n'ouvrez pas la boîte, il est à la fois mort et vivant, puisque c'est simplement la mesure, c'est-à-dire l'éclairage, qui va déterminer en quelque sorte la nature de son état. Bon, c'est des trucs formidables, c'est des expériences de pensée. Alors, je ne dis pas bien sûr que la physique, les mathématiques, bien sûr, ou la biologie ne sont que des produits de la fiction. Je dis simplement qu'il n'y a pas d'invention dans ces domaines-là s'il n'y a pas la fiction, s'il n'y a pas l'art, s'il n'y a pas l'œuvre. Et donc ça veut dire qu'il y a une certaine liberté. Alors cette liberté aujourd'hui, elle est écrasée par la norme. Elle est aujourd'hui, si vous voulez, en permanence mitraillée par les protocoles, les standards, toutes ces choses qui tuent la pensée, qui permettent de calculer le monde, mais pas de le penser. Vous voyez ? Et bon, on ne va pas reprendre tout cela, mais en même temps, c'est très politique. Quand Hannah Arendt dit que de toutes les facultés mentales, la capacité de juger est la fonction la plus politique de l'homme, ça dit bien effectivement que le jugement ne peut pas résulter simplement d'un calcul d'intérêt ou d'un critère d'utilité, il provient aussi d'autres éléments, d'autres critères, des critères moraux, des critères de beauté, des critères donc de bien, des critères de vérité qui ne se confondent pas avec l'exactitude probabiliste. Dans le monde moderne, n'est-ce pas, le vrai n'est rien d'autre que l'exactitude probabiliste. C'est complètement aberrant. On voit bien à ce moment-là comment on ne peut envisager notre avenir qu'en tant que reflet de notre passé. Donc, si vous voulez, j'ai répondu qu'au millième de vos questions, mais je crois que c'est un point extrêmement important. D'abord, décloisonner. Et s'il y a quelqu'un qui sait décloisonner et qui en même temps sait mettre dialectiquement en tension, c'est bien Victor Hugo. Quand Victor Hugo, dans Shakespeare, n'est-ce pas, compare l'art et la science, lorsqu'il parle des deux, on voit bien comment il est attaché aux deux. Il y a chez Victor Hugo également le même souffle de romantisme puissant que chez Michelet quand il parle du peuple. On voit bien que c'est un beau mot, c'est un mot en majesté. Il y a le peuple en majesté chez Hugo comme chez Michelet. Et ça me paraît extrêmement fort. On va le retrouver ensuite, vous le savez, chez des gens comme Jaurès ou chez des gens comme Camus. Aujourd'hui, nous manquons de cette confiance. Dans confiance, il y a se fier à, il y a quelque chose de la foi, se fier au peuple. Oui. Il y a une méfiance par rapport au peuple. Aujourd'hui, on préfère parler de foule, on préfère parler de multitude, ou même de commun, pourquoi pas, mais moi je préfère parler de peuple. Le peuple existe.
Le peuple veut vivre, le peuple peut décider. Et donc ça veut dire qu'il faut permettre des espaces de rencontre. Il faut descendre dans les cafés comme nous le faisons pour à la fois échanger, si vous voulez, sur des thèmes comme la culture, sur des thèmes comme la science, sur des thèmes comme la justice. Par exemple, moi je pense que parmi les mesures immédiates qui devraient s'imposer au niveau des candidats de la présidence, il faudrait ne plus accepter, ne plus tolérer qu'il y ait des femmes et des enfants dans la rue l'hiver. Et l'été d'ailleurs aussi. Donc ça veut dire qu'il faudrait que quelqu'un s'engage sur un quinquennat et non pas comme l'avait fait Sarkozy en disant en quelques mois ça va disparaître alors que ça n'a fait que ça croître. Il faudrait considérer que par exemple les transports en commun devraient aujourd'hui être gratuits. Si vous voulez, il y a des mesures à prendre comme ça qui sont des mesures de bon sens humain. L'humanité dans l'homme, c'est quand même ça qu'il nous faut défendre. C'est cela que nous restitue l'œuvre. Il ne faut pas dire de désert. C'est quoi le désert? Moi j'aime beaucoup Hannah Arendt, comme vous savez. Le désert, c'est quand finalement on a supprimé les espaces entre les humains qui transitent par la parole et les œuvres. Ben justement, il faut les restituer, ces espaces. Mais pour les restituer, ces espaces, il faut arrêter de nous mettre la férule de la vitesse, la férule de la rentabilité. Il faut considérer qu'il y a des choses qui, encore une fois, valent, même si elles ne se comptent pas. Et le langage, c'est ça. Alors effectivement, je crois qu'aujourd'hui, il y a une corruption du langage par l'économisme. Ce que mon ami Bernard Marie s'appelait l'économisme, dont il disait que ça ferait plus de morts que les guerres de religion. Et on voit bien qu'aujourd'hui, combien il a raison. Parce que face à ce technofascisme du langage, qu'est-ce qui émerge aujourd'hui? L'éthéofascisme, ce que j'appelle l'éthéofascisme. Donc Daesh, Al-Qaïda et compagnie, mais pas simplement. Vous allez avoir des intégrismes violents du côté catholique, protestant, juif et autres. C'est une évidence. Voyez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en gros, dans un monde sans esprit, je vous l'annonce, c'est le titre de mon livre qui paraît le 4 janvier, un monde sans esprit, le souffle des opprimés se recueille effectivement à fleur des religions. Donc si on veut aussi qu'il y ait autre chose que les religions, c'est ce qui relie les hommes entre eux, il est extrêmement important de mettre au centre la culture. La fonction sociale de la culture, elle est extrêmement importante. Relisez par exemple le livre de Tolstoï sur justement la théorie de l'art. Il nous montre comment, du fait même justement de la désacralisation de l'art, le désert s'est installé entre les humains qui se sont retrouvés des espèces d'atomes tout à fait flottants dans l'espace et prêts à se fondre et à fusionner avec n'importe quelle partie de masse qui leur donne par l'appareil une identification à un moment donné. Donc pour pouvoir se reconnaître entre nous, ça se fait par l'amour, ça se fait par l'art, ça se fait par la beauté, ça se fait par l'œuvre. Et encore une fois, je pense qu'on peut s'accomplir dans le métier que l'on fait. Il faut arrêter de laisser ubériser la société. Parce que ce n'est pas Uber qui est en cause, c'est l'ubérisation. Et l'ubérisation, aujourd'hui, ce n'est pas simplement les véhicules avec chauffeur. L'ubérisation, aujourd'hui, c'est dans les hôpitaux, c'est dans les universités, c'est dans les métiers de l'art, c'est dans les métiers de la justice, c'est dans tous les espaces qui constituent justement ce qui relie les humains entre eux. Roland Gori, en fait, ça fait quelques fois qu'on se rencontre, qu'on se croise. On aimerait ne jamais s'arrêter. Mais alors on va quand même s'arrêter parce que la vie continue et que si elle continue, c'est parce que nous allons bientôt appuyer sur le bouton off de ce micro, juste pour faire entendre que la vie continue hors médias aussi. Et alors, moi j'aimerais juste terminer avec Nietzsche. Nous avons l'art pour ne pas périr de la vérité. Aujourd'hui, nous périssons de la vérité soi-disant économique. Heureusement que nous avons encore l'art. Je crois que vous êtes définitivement atteint, vous l'homme de soin, vous êtes atteint du VH17, le fameux virus humaniste qui fait du bien. Merci Roland Gori. Merci Laurent. La pensée est pouvoir. Tout pouvoir est devoir. Au siècle où nous sommes, ce pouvoir doit-il rentrer au repos? Ce devoir doit-il fermer les yeux? Et le moment est-il venu pour l'art de désarmer? Moins que jamais.